Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Du 9 au 10 juillet prochain, se tiendra le sommet France-Afrique à Montpellier, dans le sud de la France. En fait, c'est un sommet entre la France et ses anciennes colonies africaines. Avant la tenue de ce sommet, Emmanuel Macron envisage dialoguer d'abord avec la jeunesse africaine. À cet effet, la France a donc choisi d'aider un certain nombre d'intellectuels africains dont Achille Mbembe. Pourquoi la France veut à tout prix instrumentaliser les intellectuels africains? Emmanuel Macron réussira-t-il à séduire la jeunesse africaine? Suivons maintenant le décryptage de la situation par nos panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. France-Afrique, les intellectuels africains au secours de Macron, l'Hexagone en perte d'influence est notre grande interrogation. Emmanuel Macron est soucieux de muscler sa jambe gauche en montrant une ouverture décoloniale qui apparaît à certains comme un énième rafistolage de la politique africaine de la France, selon l'anthropologue Jean-Loup Amsel. Selon lui, Emmanuel Macron aime à faire savoir que son positionnement politique repose sur deux jambes. Sa jambe droite, qu'il muscle activement depuis quelque temps, est dirigée vers l'élection présidentielle de 2022 et vise donc à ratisser l'électorat de droite et d'extrême droite. À cette fin sont édictées les lois sécurité globale, celles sur le séparatisme, et sont appuyées par les dérapages plus ou moins contrôlés de son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. L'ancrage droitier, voire extrême droitier d'Emmanuel Macron ne lui fait pas néanmoins oublier sa jambe gauche, ne serait-ce que parce qu'il craint la désertion du vote de gauche et d'extrême gauche au second tour de la présidentielle, celui-là même qui lui avait assuré un succès massif, c'était en 2017. Déjà en février 2017 à Alger, alors qu'il n'était que candidat, Emmanuel Macron avait qualifié la colonisation de crime contre l'humanité, entre guillemets, déclenchant un débat majeur dans sa campagne. Puis en décembre de la même année, il avait promis une duplication des archives de la période coloniale suivie en 2018 d'une dérogation générale sur les archives des disparus et en juillet 2020, il décidait de restituer les crânes d'insurgés algériens tués par l'armée française et entreposés au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Enfin, en mars 2021, le président français déclarait « Ali Boumedienne ne s'est pas suicidé, il a été torturé puis assassiné ». Ali Boumedienne, avocat né en 1919 dans la région d'Oran, s'était engagé dans la lutte pour l'indépendance de son pays, rejoignant le FLN. Et puis en 1954, il était arrêté par l'armée française, amené dans un bâtiment d'un quartier d'Alger, torturé pendant plusieurs semaines avant d'être jeté du 6e étage. Toutes ces déclarations et décisions fondent une politique prétendant à l'apaisement des mémoires. Elle repose sur une reconnaissance, à défaut d'excuses, sur le thème du ni déni, ni repentance, reprenant en partie cette politique des petits pas prônée par l'historien Benjamin Stora, lequel a récemment remis au président français un rapport contenant 22 propositions et recommandant la mise en place d'une commission mémoire et vérité chargée, il faut le dire ainsi, d'impulser les initiatives mémorielles communes entre la France et surtout l'Algérie. On retrouve également cette posture de juste milieu du président français à l'égard du Rwanda, puisque le rapport de la commission Duclerc, tout en reconnaissant la responsabilité accablante du gouvernement français de l'époque, et particulièrement de François Mitterrand, exonère la France de complicité de génocide. Nous en avons d'ailleurs parlé sur ce plateau. Toujours à propos de l'Afrique subsaharienne, Emmanuel Macron a continué de muscler sa jambe gauche avec sa déclaration de Ouagadougou du côté du Burkina Faso en 2017 relative à la restitution d'objets d'art premiers aux pays africains, déclaration suivie du rapport confié à l'économiste sénégalais Felwine Sarr et à l'historien de l'art française Bénédicte Savoie, entérinant ce principe. Même si ce processus de retour des objets africains dans leur pays d'origine est désormais bien engagé, on ne peut s'empêcher d'y voir une restitution gadget masquant la permanence des relations de sujétion existant entre les anciennes colonies françaises d'Afrique et ce qui constituait naguère la métropole. Eh bien, messieurs, les interventions militaires françaises au Sahel ou ailleurs en Afrique, le maintien sous une forme déguisée du franc CFA et la présence visible d'intérêts commerciaux majeurs dans toute l'Afrique subsaharienne, ceux de Vincent Bolloré notamment, illustrent que ce que l'on nomme communément la France-Afrique est loin d'avoir disparu.
Dans ce contexte, il n'était pas inutile à Macron d'avoir à ses côtés quelques voix africaines autorisées pour montrer une ouverture décoloniale supposément de gauche et gommer un passé récent de répression féroce des gilets jaunes et de régression sociale dans le domaine de l'assurance chômage, des retraites ou de la fermeture des hôpitaux publics. La saison artistique et culturelle Africa 2020, pilotée par l'architecte commissaire d'exposition sénégalaise Ngoné Fall et dont la mise en œuvre a été compromise par la pandémie de la Covid-19, s'inscrit dans ce contexte et elle est là pour contrebalancer l'image d'un Macron déséquilibré par son virage à droite et surtout à l'extrême droite. Dans le même sens, eh bien, la participation du célèbre politiste et historien Achille Mbembe au prochain sommet Afrique-France de Montpellier les 9 et 10 juillet prochains est un apport précieux, même si ce dernier n'a pas eu de mots assez durs pour fustiger auparavant la politique africaine d'Emmanuel Macron. D'autres diront tout simplement que Achille Mbembe est devenu aujourd'hui l'ami intime d'Emmanuel Macron, lui qui a dîné à sa droite. Eh bien, ils ont pris le petit déjeuner ensemble, avait-il déclaré. Nous en avions d'ailleurs parlé, eh bien, dans cette émission. Achille Mbembe estime en effet désormais que les lignes bougent, c'est ce qu'il dit, et que les décisions évoquées plus haut récèlent des signes d'ouverture de la part du président français. Il a ainsi saisi la balle au rebond pour sortir du piège dans lequel est enfermée, selon lui, la France-Afrique. En accord avec l'Élysée, il a formé à cet effet un comité de dialogue regroupant un éventail de personnalités africaines et franco-africaines qui ont accepté de l'accompagner dans cette aventure. Certains comme Alain Mabankou, qui avait d'ailleurs auparavant refusé de répondre aux sollicitations d'Emmanuel Macron, se sont désormais ralliés et ont rejoint ce comité. Messieurs, pour terminer, sous l'égide de cet aéropage, Achille Mbembe pilote un cycle de débats d'idées dans 12 pays africains et dans la diaspora en vue de ce prochain sommet. Un échange de 90 minutes avec le président Macron lors du sommet de Montpellier se fera ainsi sur la base de propositions fortes émanant de ces débats. C'est ce qu'on nous fait d'ailleurs savoir. Et d'ailleurs, le libellé Afrique-France de ce sommet dénommé France-Afrique jusqu'en 2010 dessine bien l'esprit de cette future rencontre. Il s'agira, selon Achille Mbembe, de se saisir de la conjoncture présente pour relancer les dynamiques entre la France et l'Afrique. Le président Macron, pour lui, il aura ainsi demandé à ce groupe de personnalités, au groupe de discussion, de lui mettre la pression afin d'aller de l'avant. L'idée générale exprimée par Achille Mbembe étant que la France n'est pas responsable de tout ce qui se passe de négatif dans les ex-colonies françaises d'Afrique, régimes dictatoriaux et sanguinaires d'après lui, président en sa vie etc. et qu'il appartient donc aux Africains eux-mêmes de se soulever contre ces tyrannies. Fin de citation, messieurs. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. France-Afrique, les intellectuels africains au secours de Macron, l'Hexagone en perte d'influence, c'est notre grande interrogation. Et notre quatrième invité s'est installé à la personne du docteur Dalvaris Goudiou. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, cher ami Aristide Ngoz, et bonjour à mes companélistes qui sont déjà là avant moi. Je m'excuse du retard. Oh, vous n'êtes pas en retard, on n'a pas encore commencé. Ne vous inquiétez surtout pas. Vaut mieux tard que jamais. Exact. C'est ce qu'on dit. Et puisque vous êtes là, justement, Dalvaris Goudiou, commençons par vous ce matin. Vous avez entendu d'ailleurs qu'Emmanuel Macron veut justement des intellectuels africains et franco-africains pour lui venir en aide, pour avoir justement de bonnes relations entre la France et l'Afrique. Bonne chose, mauvaise chose, ou tout simplement un autre plan machiavélique? Vous savez, Aristide, ça va être... Steve, hein, pas Aristide. Steve, voilà. J'insiste sur le... Bon, lui, on l'appelle souvent Steve, et moi, on m'appelle Aristide. C'est un gros problème entre lui et moi. Alors que lui, il s'appelle Aristide Ngoz, moi, je m'appelle Steve. Steve Ngoz. Allez savoir. Ok, Steve, en fait, à cette question, ça peut paraître extrêmement exagéré, que de répondre par l'affirmatif ou par la négative. Mais toujours est-il que depuis un certain temps, et dans vos propos introductifs, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises. Oui. C'est vrai. Des mesures qui ne sont pas suffisantes, mais qui sont quand même des mesures. J'étais très heureux quand je suis allé à Cotonou la dernière fois, et que des mesures avaient été prises pour qu'un certain nombre d'objets d'art africains, notamment béninois,
qui étaient à la limite expropriés par le colon dans les années précédentes, que les dispositions soient prises pour que cela puisse être retourné au Bénin. Oui. Il y a cela dans plusieurs autres pays. L'argument utilisé par le colon, selon lequel les Africains n'ont pas assez de bons musées, pas assez de spécialistes pour vivre, on a balayé tout cela en brèche. Et en réalité, cette mesure a été implémentée parce qu'il y a quand même une certaine volonté politique, notamment du président Macron. À côté de cela, il y a quand même ce nombre de mesures. Et je pense, celui qui a beaucoup retenu notre attention cette semaine, ou du moins la semaine dernière, c'est le rapport sur le génocide rwandais. On sait que pendant des décennies, la France a toujours nié avoir été même au courant qu'il y avait une préparation de génocide. Mais tout récemment, quand même, quand on a vu la sortie, puis ça en réalité, les gars politisaient pratiquement l'affaire. Ils voulaient donner l'impression qu'ils ne savaient rien. Mais quand on a vu, avec l'avers du président Macron, le rapport qui a été pondu par un ensemble de personnalités il y a de cela quelques jours, on dit quand même, le minimum qu'on puisse dire, c'est que la France a joué un rôle passif. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas au courant. Ils soutenaient pratiquement un camp contre un autre camp. C'était des choses qui n'étaient même pas à voir il y a cela quelques temps. Et maintenant, ils disent qu'un comité d'historiens, tant français que rwandais, doit maintenant travailler pour pousser, pour comprendre encore plus la responsabilité de la France. Ça, c'est un élément qu'on ne peut pas négliger. Maintenant, par rapport à ce que vous dites, notamment l'un des cas les plus récents, au sommet France-Afrique ou Afrique-France de juillet prochain, à Montpellier, le président Macron a sollicité un historien et philosophe, Achille Mbembe. Je vais un peu rentrer, vous savez, je suis chef d'entreprise et j'ai un cabinet de business consulting. Il nous arrive d'être consultés par les entreprises qui s'installent en Afrique ou pas les entreprises qui sont déjà installées en Afrique. Et l'un des fondamentaux, là on fait l'audit, l'un des fondamentaux, quand on fait l'audit, c'est de faire un diagnostic froid de la situation. La plupart des entreprises où nous sommes sollicités, en élément, il y a la crédibilité, mais surtout c'est parce que nous sommes externes à l'entreprise. C'est-à-dire que vraiment les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas un conflit d'intérêt. C'est pourquoi, sur cet aspect-là, je dis, je ne vais pas cracher sur cette proposition de Macron. Puisqu'en réalité, la première conclusion, ou alors la conclusion de phase, c'est que les relations entre la France et l'Afrique se trouvent très, très mal. Il y a vraiment un sentiment anti-français qu'on ne peut pas nier. Ça, c'est la conclusion d'étape qu'on peut avoir là. À tort ou à raison en ce moment-là? Non, premièrement, à tort, puisque la France a la responsabilité dans une bonne partie des malheurs sur le continent africain. C'est pourquoi aujourd'hui, quel que soit ce qu'elle fait avec des politiques africains, avec des leaders africains, il n'y a que la population africaine crache sur elle. On voit ça tous les jours, et au Mali, et au Niger, et en Côte d'Ivoire, et en Centrafrique, et au Cameroun, et au Tchad, et c'est partout. Et dans ce sens-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut solliciter une personne qui peut faire un diagnostic froid de la situation. Là, il a pris Achille Mbembe. Maintenant, qu'Achille Mbembe donne son point de vue. Et moi, je pense plus que l'enjeu serait maintenant dans les propositions. Dans les propositions qui vont être faites par Achille Mbembe à Macron et au gouvernement français. Je vous poserai la question finalement à Alvarez Goudiou. Oui. Finalement, Achille Mbembe représente tous les Africains? Non, toujours est-il que, me voici, si je ne représente pas tout le Cameroun. Oui. Quand on veut faire un dialogue, quand on veut s'exprimer, on prend tout, il y a toujours des personnes. Et quelque part, ce qu'Achille Mbembe va dire, ce n'est que le début de quelque chose. Ce que je dis, c'est un début, c'est pas suffisant. Ce qu'il va dire, c'est quelque chose. Mais le plus important, c'est même pas ce qu'il dit. C'est l'implémentation de ce qu'il dit. Ça veut dire que peut-être le gouvernement français vous fait ceci, qui n'est pas acceptable du tout pour sur le continent africain. Vous devrez plutôt faire ceci et cela. Est-ce que la France va accepter implémenter cela? Ça, c'est une question. Et maintenant, comme on dit chez nous, comme ma grand-mère dit toujours, d'éviter de lire la lettre dans l'enveloppe. Pour dire quoi? Que moi, je préfère encore que, j'espère que
Achille Mbembe va faire un diagnostic froid de la situation et que les propositions qu'il va faire au gouvernement français vont être conformes à la réalité. Ça, c'est dingue. Mais surtout, à côté de cela, que le gouvernement français va prendre les dispositions pour implémenter cela. Vous avez cité des cas importants, comme l'Algérie par exemple. Une tonne de crimes commis par la France en Algérie étaient niés pendant longtemps. Et vous savez, on ne peut pas avoir une relation saine basée sur le mensonge. On ne peut pas avoir une relation saine basée sur la négation. Oh, pour éviter... Il y a eu des crimes français au Cameroun, mais ça n'a jamais été souligné. Justement. Et vous savez... Il y a eu des crimes français en Centrafrique, ça n'a jamais été souligné. Exact, justement. Au Gabon, ça n'a jamais été souligné. Parlons du Cameroun. Au Congo-Brazzaville, ça n'a jamais été souligné. Exact. Parlons du Cameroun, par exemple. Dans ces gens dossiers, on les oublie. On pense d'abord à l'Algérie. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, la méthodologie. Au Cameroun, le président Hollande était là. Et il a donné sa parole qu'on devait déclassifier un certain nombre d'éléments liés aux archives. Et pour très peu de personnes, c'est pourquoi j'ai dit vraiment, chez nous en Afrique, que nous, ou alors que les historiens continuent de faire le travail. Et s'il y a des éléments qui sont déclassifiés en France, il y en a déjà. Oui. C'est à nous d'aller consulter. Parce qu'on ne peut pas nier qu'il y a eu un génocide au Cameroun contre le peuple Bassa, contre le peuple Bamileke, qui était farouchement opposé à la colonisation et aux colons. Mais maintenant, nous aussi, nous devons faire un travail. C'est pourquoi j'ai dit, dans le cas d'espèce, solliciter M. Mbembe, c'est une bonne chose. Là, c'est un début de commencement de quelque chose. On ne peut pas cracher dessus. Et moi, je pense que dans le futur, ce serait très important que chacun de nous, même pour Achille Mbembe, j'espère qu'il nous écoute, c'est très important de choisir le côté de l'histoire. Parce qu'en réalité, l'histoire se répète. Il y a des gars, même jusqu'à aujourd'hui, que ce soit dans l'histoire de Sankara, que ce soit dans l'histoire de Lumumba, etc., il y a des gars qui ont choisi le camp et l'histoire a démontré qu'ils avaient tort. Et ça, c'est une autre possibilité, que ce soit pour Bembe, que ce soit pour d'autres Africains qui vont être sollicités pour travailler sur ce type de projet, pas seulement avec la France. Vous savez qu'il y a eu un grand massacre pratiquement proche d'un génocide des Allemands contre des peuples ici en Namibie. Et des dispositions avaient été prises. Il y a des personnes qui ont été sollicitées pour faire un diagnostic froid de la situation. La conclusion, c'est qu'effectivement, il y a eu génocide. Et maintenant, on est en train de voir le volet dédommagement des populations. Et ça, on se comprend très bien. Je vais donc quelque part, c'est vrai que c'est petit, mais c'est déjà le début de quelque chose. Et notons bien que tout cela est en train d'être fait aussi et surtout parce que les chaînes comme DBS et bien d'autres ont pris une ligne éditoriale pour aborder froidement ce type de solution, ce type de situation. J'ai eu beaucoup d'amis à Paris qui vous regardent. Hein. Ils disent, mais ici, ils paniquent. J'ai dit, j'ai des amis, les frères, ils disent, mais gars, vous savez comment vous êtes sur Canal? Ils disent, mais en Afrique, mais ça ne va pas. Puisque dans un moment, je disais qu'on ne sait plus. Mais là, les gens sont au courant de ce qui se passe. Et quand les gars paniquent comme ça, parce qu'il y a une certaine guerre de l'information, aujourd'hui, l'information n'est plus cachée. Et les Africains d'aujourd'hui, c'est pas les Africains d'il y a 50 ou d'il y a 80 ans. Aujourd'hui, les Africains connaissent un certain nombre de choses et ils ont la capacité de pouvoir dénoncer cela. Moi, je pense que, j'aimerais surtout que Achille Mbembe soit dans cette lancée-là, qu'il fasse son travail, qu'il fasse un diagnostic froid de la situation et fasse des propositions concrètes et espérons, moi je dis toujours ça, espérons que cela participe à améliorer les relations entre la France et l'Afrique. Pas pour dire que nous, en tant qu'Africains, nous devons dormir sur nos lauriers. Nous devons toujours prendre nos responsabilités. Mais ce n'est pas de trop. Si quelqu'un dit, s'il te plaît, viens, parle avec Steve et parle avec mes gars, tu nous dis ce qu'il me reproche exactement. Je veux voir ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir améliorer les choses. Ça, c'est ce que je peux dire dans un premier temps. Docteur Jean-Paul Bellec, est-ce que la France est justement dans cette logique qu'elle veut améliorer ses relations avec l'Afrique? Je trouve que le discours de... Bonjour Davaris. Bonjour prof. Il est décevant. Je le connais par ailleurs. Je trouve vraiment décevant. Davaris, tu es plus jeune que moi. Je ne pensais pas que tu allais glisser avec une telle banane. Ou alors tu ne connais pas la France. Allons dans l'argumentaire. Hein. Oui, mais c'est un combat. Hein. Je suis désolé. Celui qui se lève ici ce matin, il ne fallait pas m'inviter. Si je lève ce matin juste parce qu'il vient prendre son petit déjeuner, c'est pas mon cas. Moi, je suis là pour le combat. Moi, je suis là pour... J'ai beaucoup vécu en France. Oui. Et tout ce que je me porte en faux contre il ne connaît pas la politique française. C'est rêver. D'abord, la France, c'est la différence entre l'Afrique du Nord, qu'ils appelaient Afrique blanche, et l'Afrique au sud du Sahara, qui continue à dire Afrique au sud du Sahara, qu'ils appelaient avant Afrique noire. Et les talmudistes. Qu'est-ce que tu en fais? Nous avons, comment dire, en tout cas, moi, j'analyse avec un certain point de vue que je garde. Et il ne change pas comme une girouette au gré du vent. Oui. Comme le vent souffle aujourd'hui comme ça, je dis comme c'est faux. Et ensuite, l'histoire ne se répète pas. Sinon, je serai en contradiction mathématique. Parce que d'abord, c'est vague comme énoncé. Il se répète à l'identique? Non. Ce n'est pas les mêmes hommes. Ce n'est pas le même temps. Donc, d'abord, l'histoire ne se répète pas. OK? Parce que s'il se répétait, alors nous, on ne combat plus.
Puisque nos héros nationaux ont été assassinés par la France, comme si l'histoire se répète, c'est que nous aussi on va être assassinés par la France. Alors on arrête le combat. C'est pas la peine, on se soumet. C'est ce que font justement les Mabankou. C'est ce que font les Mbembe. C'est des traîtres. Moi je suis pas là pour donner un certificat de virginité à Mbembe. Mbembe est un traître. Nous le savons. Des gens plus rodés dans la politique que moi l'ont déjà dit. Je ne vais pas faire l'ignorant. Je suis au courant. J'ai lu ses écrits quand j'étais plus jeune. J'étais encore étudiant. Hein? Mais je sais que c'est un traître. Et d'ailleurs, on m'a pointé certaines choses qu'il a même dit sur Oumniobé qui ne sont pas correctes. C'est un traître. Il faut dire les choses comme elles sont. Macron, et la politique française n'est pas comme tu dis. Là. Il y a pas, Macron n'aura aucun vote du côté de l'extrême droite. Parce que la droite, l'extrême droite se confondent maintenant. Moi, j'ai vécu en France, je connais la politique française, pour l'avoir vécu sur place. Je sais comment on traite les Noirs. Moi, j'ai fait le lycée Carnot. J'étais lycéen. J'ai eu mon bac là-bas. J'ai fait mon université là-bas. Mon doctorat, c'est là-bas. Alors, j'ai eu des enfants là-bas, ils sont encore là-bas. Donc, je ne connais pas la France. Je connais. J'ai été au plus, j'étais comme ça, les l'énergie atomique, au plus près. La sommité de la recherche française. Alors, donc, tout ça. Bon, pourquoi je n'ai pas les avantages de Mabankou? Parce que moi, je ne suis pas servile. Et on me respecte pour ça. Eux, ce sont des serviles. Il n'y a pas que les endocolons. Il y a aussi des gens, depuis qu'on a subi l'esclavage, qui sont serviles. Obséquieux. Et qui finalement n'ont même pas compris c'est quoi l'argent. Ils veulent vivre ils veulent se vautrer dans le luxe. Et ils veulent y continuer. Aux dépens du peuple. Et le peuple n'est pas dupe. N'est-ce pas, ils ont compris ça. Par contre, là, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est clair que la population a les yeux ouverts. S'ils ont compris ça, ils n'auront pas gain de cause. L'extrême droite, c'est pour Marine Le Pen. Ça ne peut pas être pour Macron. Mais Macron est en train de surfer justement entre l'extrême droite et la gauche. Vous jouez sur les mots. Moi, je ne suis pas mathématicien. Parce que tu as mis les mots, donc ça change la situation. Je pose la question. Mais non, c'est pas un magicien. Les gens, ils ne sont pas bêtes non plus. Il a massacré les Gilets jaunes, les a assassinés. Ça, c'était du jamais vu. Parce que là, on parle... Vous parlez comme si c'était seulement des mots qui défilaient. Mais on parle parce qu'il y a une réalité. On ne fait que commenter la réalité ou l'interpréter. Attends, de quoi il s'agit? Il a tué des Gilets jaunes. Il y a des gens qui sont morts, enterrés. Il y en a encore qui sont en jugement jusqu'à aujourd'hui, qui sont en prison. Il n'y a pas la liberté de parole en France. Macron est perdu. Parce que s'il y avait vote pour l'extrême droite, c'est Marine Le Pen. La droite va avec l'extrême droite, c'est Marine Le Pen. Ou alors, peut-être que quelqu'un sort du chapeau. Mais ça ne peut pas être Macron. Et d'ailleurs, les Africains, le fait des Africains ne peut pas le racheter aux yeux des Gilets jaunes. Vous oubliez qu'il y a le racisme en France? Non, personne ne peut l'oublier. Les nègres et les arabes, est-ce qu'ils sont du même côté que les blancs? Maintenant, ils disent même de souche. Est-ce qu'on est du même côté? Il y a pas longtemps, il y a eu un problème avec Audrey Pulvar, juste parce qu'elle a dit que dans les assemblées où les gens viennent parler de leurs problèmes, parce qu'ils subissent la discrimination raciale en France, si les blancs peuvent entrer, mais ils te taisent. Parce que c'est comme dans les communautés, on l'a critiqué. Et qui l'a critiqué, c'est ceux qui se disent blancs. Il n'y a pas de solidarité de ce côté-là. Il faut que ce soit clair. Donc, si Macron veut soigner l'Afrique, alors il ne soigne pas les gilets jaunes, il ne soigne pas les problèmes français. Et s'il s'occupe de l'Afrique, alors en oubliant la France, alors qu'il s'occupe d'abord de la France, parce que la France est au plus mal. Aussi bien au niveau du problème sanitaire, on voit comment on traite le problème du coronavirus, du Covid-19, mais aussi au niveau économique, la France est au plus mal. Beaucoup de gens, il y a même des suicides, beaucoup de gens perdent leurs emplois, l'école ça va pas, maintenant c'est l'école au rabais, parce qu'on fait les cours online, c'est pas en présentiel, et quand on est en présentiel, et on discrimine d'un quartier à un autre, il y a les quartiers où les gens peuvent faire leurs cours, les quartiers où ils ne peuvent pas. Les quartiers pauvres, comme en Seine-Saint-Denis, ils ne peuvent pas, mais dans le 16e, ils peuvent être à 40 dans une classe pourvu qu'ils portent le masque. Attendez, il y a de la discrimination. Il n'y a pas cette solidarité-là. Dans le fait de se racheter à, entre guillemets, supposons que ce soit le cas. C'est ce qu'on dit d'ailleurs, hein, entre guillemets. Et ce n'est pas le cas vis-à-vis de l'Afrique, et ce n'est pas le cas, moi je dis, de l'Afrique ne le rachèterait pas vis-à-vis des Français. Voilà. Donc, de toute façon, cette élection-là, pour lui, est très compliquée. Il y a les talmudistes. Soit ils ont quelqu'un d'autre sous le chapeau, comme l'avait annoncé Attali. Macron était un one-shot. Oui. Soit alors ils vont jouer la carte de Marine Le Pen. Parce que Macron ne peut pas à nouveau avoir gain de cause aux yeux des Français. Ou alors Macron aura gain de cause, mais ça sera clair que les élections sont truquées. Moi je pense que les élections sont truquées. Mais là ça sera vraiment évident que les élections sont truquées. Donc cette côté. Alors, ok. Revenons donc sur les intellectuels africains. Intellectuel, c'est facile à dire. Hein. Mbembe est philosophe. Mbembe est écrivain, oui, je vois ses œuvres. Je lis, j'ai même déjà lu. Mais il est philosophe. Ok, quelle est sa théorie philosophique? Je vais voir. Oui, son travail dans son domaine contre le mien dans mon domaine. Moi, je sors mes travaux. Qui sortent ses travaux? Parce que c'est facile, on dit il est philosophe. Il n'a produit aucun travail dans ce domaine. Il n'a aucune théorie valable dans ce domaine. Il n'a aucune proposition dans ce domaine. Comment on peut dire qu'il est philosophe? Ça, c'est facile. Ça, c'est la glissade qui permet de le mettre là devant les Africains qui vont dire « Ah, on a un philosophe qui va parler pour nous. » Mais non, il n'est même pas philosophe. Je suis désolé. Il y a une définition du mot philosophe. Il n'a produit aucun travail de philosophie.
Il n'a même pas un diplôme qui dit que ça c'est un philosophe. Et quand bien même il aurait, le plus important c'est le travail que tu produis. Parce que si on doit lui faire confiance, il faut qu'il nous démontre que son travail nous apporte cette confiance-là. Moi je vois seulement des gens qui ont faim et qui s'en foutent de leur peuple. Ils sont prêts à trahir, ils sont obséquieux et serviles. C'est comme ça que je vois. Donc, ces intellectuels. Donc, pour vous, jusqu'à preuve du contraire, je barre le mot intellectuel même. Il n'y aura jamais de bonnes relations entre l'Afrique et la France. Un vrai intellectuel, on l'a déjà expliqué. Moi, j'entends au sens de Sartre. Hein, oui, oui. Pour citer un Français. Vous voyez, je suis gentil, je suis un Français, Sartre. Voilà. Eh bien, il doit être organique, il doit s'occuper de son peuple. Mais ça, c'est pas le cas. Oh, il n'est même pas technicien de savoir pratique, puisque je dis qu'il n'a pas produit d'œuvre en philosophie. Mais pourtant, Achille Mbembe a souvent été très violent contre le pouvoir. Ça s'appelle has-been. A été. Il a été. C'est le passé. Nous vivons le présent. Les sociétés évoluent. On peut très bien être nationaliste au départ et après devenir traître. Et inversement. On peut très bien être du côté des traîtres et à un moment donné, les yeux s'ouvrent, on devient nationaliste. On vous a compris, hein, docteur Jean-Paul Mbelek. Albert Anatola ici, jusqu'à preuve le contraire pour vous également. Ce n'est que pour de la poudre aux yeux. Il n'y aura jamais de bonnes relations entre la France et l'Afrique. Et que jusqu'à preuve le contraire, ce que Emmanuel Macron est en train de jouer, c'est juste pour ravoir, enfin, je ne sais pas si là où si la France a déjà eu cela, un autre sentiment sur le continent africain. Déjà, il faut mettre dans son contexte le fameux sommet qui est prévu du 9 au 10 juillet prochain. Du côté de Montpellier. Il faut le mettre dans son contexte, dans un triple contexte. Le premier contexte, il est sanitaire. Je crois que le docteur Bell en a parlé. Le second contexte, c'est le contexte diplomatique, politico-diplomatique, oui, où justement la France se rend compte que les pays africains qui considéraient comme étant son précaré ont trouvé d'autres alternatives justement politico-diplomatiques telles que la Chine, la Turquie et la Russie qui lui donnent les insomnies. Le troisième contexte, c'est le contexte justement de l'élection présidentielle qui se profile à l'horizon, dont là, Macron est en pleine campagne marketing. Il faut le dire. Maintenant, pour revenir à la problématique fondamentale, principale, qui est mise en débat, moi, le casting, ça me pose un problème. Ouais. Le casting me pose un problème déjà parce que pourquoi est-ce qu'on doit aller à Paris pour discuter des problèmes africains? Pourquoi? Vous savez, ça me rappelle les éléments de son interview qui est passé en novembre 2020, où il a pris l'engagement unilatéral de procéder au renouvellement générationnel et politique et démocratique. Il est question de procéder au renouvellement générationnel et démocratique, oui, de manière unilatérale. Quand j'ai dit cela, et je constate également que, en réalité, Macron met sur la table les éléments de prédation perpétuelle sur le continent africain. Parce qu'en réalité, les interlocuteurs que lui a choisis ne sont pas représentatifs justement ni des problèmes des pays africains, ni représentatifs de l'intelligentsia africaine, ni représentatifs des combats des Africains. Et là, je rejoins Khalid Beyala qui a fait, il n'y a pas très longtemps, une chronique dans ce sens. C'est-à-dire qu'il a choisi les interlocuteurs qui ne sont jamais appropriés les problématiques fondamentales, telles que, par exemple, les accords de coopération, tels que, n'est-ce pas, le contentieux historique, oui, tels que le franc CFA. Donc, ce sont les interlocuteurs qui ne se sont jamais appropriés ces problématiques pour les mettre dans l'espace public. Là, je suis d'accord avec Alice Biyala. Le second problème que cela me pose, je parle de cette réunion, enfin de cette messe qui va se tenir en juillet prochain, du côté de Montpellier, c'est le fait qu'il a de manière unilatérale, une fois de plus, choisi qui seront les interlocuteurs de Paris sur le continent africain. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que lui, Paris, décide de manière unilatérale que ce sont tel genre d'individus qui seront mes interlocuteurs sur le continent africain. En d'autres termes, les interlocuteurs choisis par lui, à mon sens, sont soit des intermédiaires, soit des collaborateurs, tout simplement. C'est-à-dire qu'en plus, n'est-ce pas, des espions français qui polluent notre espace, qui a dit les espions français qui travaillent pour le compte de la France, qui polluent notre espace, notre environnement,
il a choisi, il est en train de choisir de nouveaux intermédiaires, de nouveaux collabos sur le continent africain. Et il y a quelque chose quand même de cynique dans cette affaire. Où vous avez la France qui vous dit, je ne veux pas m'ingérer dans vos affaires internes, mais il missionne désormais les ambassadeurs qui sont accrédités dans les pays francophones d'Afrique, notamment. Désormais, ces ambassadeurs ne vont plus discuter uniquement avec les dirigeants. Ils vont désormais discuter, rencontrer les leaders des partis politiques de l'opposition. Ce qui veut dire que nous sommes de plein pied dans l'ingérence. Et en plus, ça peut avoir une conséquence. C'est-à-dire que, monsieur, je voudrais quand même que la réciprocité se passe. C'est-à-dire qu'un ambassadeur tchadien qui est accrédité à Paris rencontre Macron, rencontre les officiels français et par derrière rencontre les opposants à Macron. Je crois que nous avons là un problème. C'est-à-dire que M. Macron est donc capable de vous faire un bébé dans le dos comme en son temps Giscard avait fait un bébé, n'est-ce pas, à Bokassa. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous ne sommes pas là dans une politique de rupture parce qu'aujourd'hui, pour qu'on puisse discuter avec Paris, avec Macron, il doit y avoir des préalables, au moins 2 préalables. Le premier préalable, ça doit porter sur le contentieux historique qu'ils sont en train de convoquer. Parce que vous ne pouvez pas aller à un débat pollué. Fait d'hypocrisie. Donc pour vous, le débat est déjà pollué d'avance? Non, c'est pollué. D'abord pour le choix des interlocuteurs. Il n'y aura rien de bon pour vous. Rien ne sortir de là. La preuve, c'est que qu'est-ce qu'il met sur la table? Je veux convoquer justement son interview. La fameuse interview qui a été accordée à Jeune Afrique. Oui. Commençons par les projets dans lesquels c'est engagé, qui ne coûtent même pas un radis, ça ne lui coûte rien du tout. Notamment pour ce qui concerne la restitution, n'est-ce pas, de notre patrimoine mémoriel. Ça ne lui coûte rien. Il s'agit d'un patrimoine qui a été volé, il faut le dire. Ça a été volé et pillé. Ça veut dire que Paris, c'est des voleurs. Les gens français, c'est des voleurs. On n'a pas besoin de faire les contorsions politico-juridiques pour nous restituer un patrimoine qui a été volé par ruse. Parce qu'il faisait comprendre à nos ancêtres que c'était des sacrilèges, ces statues-là, ces patrimoines-là. C'était la sorcellerie. C'était la sorcellerie. Mais ça leur produit de l'argent. Donc c'est un patrimoine qui a été volé, il faut le dire. Maintenant, le second problème qui met sur la table, qui ne coûte même pas un sou, c'est ce fameux projet Africa 2020. C'est-à-dire qu'il consiste justement à mener les jeunes à s'intéresser, à créer une sorte de marché numérique autour des Africains. Ça ne coûte pas un radis, un sou, même pas un sou. Ça ne coûte pas du tout un sou. Nous sommes dans la distraction. Nous sommes dans la distraction, il faut qu'ils comprennent ça. Et je pense qu'à travers le débat que nous menons ce matin, il est important que les dirigeants africains, en tout cas les diasporas, les jeunes qu'il a choisis, que ce soit au niveau de la société civile, les politiques, les intellectuels, ces jeunes-là ne sont pas représentatifs de notre échantillon. Et puis, il faut le dire, il s'agit, à mon sens, d'une véritable campagne de corruption de conscience. Parce que ces gens, ils seront bien pris, le billet d'avion sera pris en charge, seront achetés par le Trésor français, sur institution de Macron. Ils seront bien hébergés. Après, ils auront les jetons de prison. Ils auront les enveloppes. Donc, nous sommes dans une vaste campagne de corruption de conscience. Donc, de mon point de vue, ces gens ne sont pas porteurs de l'idéal africain. Ils ne peuvent pas être porteurs de nos problématiques. J'ai convoqué 3 problématiques fondamentales. Le franc CFA. Et j'ai failli oublier l'autre dernière problématique. La 4e problématique, j'ai convoqué le franc CFA, j'ai convoqué le contentieux historique, j'ai convoqué justement le retour de notre patrimoine mémoriel sans condition et de manière définitive. Et je vais également convoquer le démantèlement des bases militaires en Afrique. Oui, ça c'est également un problème. C'est les préalables qu'il faut poser. Avant toute discussion, parce que moi je pense qu'on ne peut pas aller à une table où quelqu'un organise ces choses, et c'est lui qui vous donne le conducteur, non. C'est vous qui devez fixer le cas, parce que c'est vous qui connaissez les problèmes que votre peuple vit. Malheureusement, moi j'ai le sentiment, et là je suis également d'accord avec Kalice Biala qui estime que nous avons affaire à des intellectuels compadeurs et des salons. Merci beaucoup Albert Natola ici. Sango Armel, pour vous également, enfin aujourd'hui pour certains Africains, d'ailleurs pour la majorité des Africains aujourd'hui, il faut totalement couper les rapports avec la France. Qu'en pensez-vous? Oui, Steve, je pense que nous sommes là en pleine politique politicienne.
la politique de la déconnexion de l'Afrique avec la France semble être une hypothèse. Parce que lorsque nous lisons même les travaux qui ont été faits là-dessus, c'est une des solutions que les intellectuels proposent. Cette déconnexion-là entre l'Afrique et fondamentalement la France. Je voudrais, avant d'entrer en profondeur de cette analyse, faire un certain nombre d'observations et de précisions tout en redéfinissant les contextes pour m'inscrire, n'est-ce pas, ici dans la dynamique de mon co-panéliste ici, parce que le contexte est très important. Le contexte ici doit être analysé, n'est-ce pas, ici sous un prisme de la dynamique du dedans et du dehors. Du point de vue du dedans, il s'agit, n'est-ce pas, ici d'analyser les enjeux des sociétés internes, oui. Des sociétés internes africaines et de la France, puisqu'il s'agit de la fameuse accession France-Afrique. Et par définition, rappelons à nos téléspectateurs que la France-Afrique est une terminologie qui a été, n'est-ce pas, ici utilisée, qui a été, n'est-ce pas, ici fondée pour la première fois par un président africain, Houphouët-Boigny, il faut le dire, pour dénoncer et qualifier, n'est-ce pas, cette politique spéciale néocoloniale que les Français utilisaient ou alors implémentaient dans leurs relations avec les anciennes colonies. Donc voilà comment on définit la France-Afrique. C'est une politique spéciale. Spéciale pourquoi? Parce que elle s'inscrit en dehors des canaux diplomatiques coutumières et embrasse, n'est-ce pas, ici, le volet des réseaux. Oui. À partir de ce moment-là, on la qualifie de spéciale et de cynique, voire même péjoratif. Quand on parle de France-Afrique, il y a beaucoup plus une idée de péjorativité que d'amélioration. Ça, c'est la première observation. La deuxième remarque, c'est quoi? C'est qu'il faut définir les contextes. Le contexte ici est, je dirais même, tridimensionnel. Le premier contexte est d'abord un contexte historique. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, le thème qui nous réunit ici aujourd'hui, les intellectuels africains au secours de la France. Chaque fois que la France a été, n'est-ce pas, ici dans une situation d'inconfortable, justement, voilà, c'est toujours l'Afrique qui sauve la France. Lorsqu'on fait par exemple l'historiographie politique des rapports entre la France et l'Afrique, on va se rendre compte que pendant la Première Guerre mondiale, c'est l'Afrique qui a sauvé la France. Oui. Lorsque la France a été assaillie par les nazis allemands, c'est encore une fois de plus l'Afrique qui est venue au secours de la France. Donc aujourd'hui, ce contexte historique-là me permet, n'est-ce pas, ici d'embrayer sur le contexte international qui est, n'est-ce pas, ici en défaveur, n'est-ce pas, de la France. Vous allez par exemple voir que du fait du Covid-19, par exemple, l'Europe en général et la France en particulier ont appelé à la suppression, sinon à l'annulation des dettes africaines, de la dette africaine. Ils ne l'ont pas fait par générosité des Africains. Ils l'ont fait parce qu'ils ont compris qu'il y a une sorte d'irruption dans ce domaine, dans cette conjoncture internationale, des nouveaux acteurs, tels que la Chine, tels que la Russie, qui mettent aujourd'hui en mal, par exemple, cette France-là, qui avait longtemps considéré l'Afrique comme étant son ventre géopolitique et géostratégique de développement. Et ça, c'est également un résultat qui sort des travaux, n'est-ce pas, ici académiques des universités, ou qui montre que si la France aujourd'hui est, n'est-ce pas, ici parmi les 5 puissances, les 5 premières puissances mondiales, c'est uniquement parce que cette France-là trouve son soubassement au niveau de l'Afrique en général et fondamentalement de l'Afrique subsaharienne en particulier. C'est là où l'essence de la France vient. Et on a d'ailleurs eu certains hommes politiques, n'est-ce pas, français, le reconnaître. À l'égard, par exemple, de Jacques Chirac. Il a reconnu que si la France est ce qu'elle est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle a, n'est-ce pas, son arrière-plan qui est l'Afrique subsaharienne. Donc, à partir de ce moment-là, à partir de cette description internationale, de cette conjoncture internationale qui plaide en défaveur de la France peut aujourd'hui, n'est-ce pas, ici, se réveiller et chercher à développer des nouveaux mécanismes pour pouvoir reconquérir l'Afrique, à l'effet de ne pas la perdre. Maintenant, du point de vue de la dynamique du dedans, il faut l'analyser au niveau, n'est-ce pas, des sociétés intérieures des États africains d'abord, pour comprendre qu'il y a une sorte, n'est-ce pas, ici, de prolifération de l'opinion anti-française.
aujourd'hui, le changement d'époque fait en sorte que la population n'est plus aveugle comme avant. Aujourd'hui, les Africains vont à l'école. Les Africains sont, n'est-ce pas, beaucoup plus alphabétisés aujourd'hui, et avec la conséquence de la mondialisation, l'outil de la mondialisation qui est les nouveaux outils de la communication et de l'information, tout le monde aujourd'hui est au banc de l'information. Les choses qui se faisaient de manière cachée se font aujourd'hui de manière visible. Et même un enfant qui est au village aujourd'hui est au courant de la marche de la politique mondiale. Donc à partir de ce moment-là, le contexte dans les structures internes des États ne plaide pas en faveur de la France. La France se trouve dans une situation inconfortable où l'opinion nationale des États, n'est-ce pas, monte en hauteur et dénonce cette politique manichéenne de la France. Du point de vue maintenant de la France même elle-même, pour analyser sa société interne, vous allez comprendre que le co-panéliste parfait ici l'a si bien mentionné, et il ne savait pas si bien le dire, que Emmanuel Macron aujourd'hui, du point de vue de la réelle politique, vous allez voir que c'est un homme politique qui est arrivé au pouvoir sans toutefois avoir un soubassement politique. Et lorsque je parle de soubassement politique, je parle, n'est-ce pas, ici des partis politiques comme étant cette machine-là à pouvoir, n'est-ce pas, ici organiser des élections et à pouvoir faire des héros politiques. Donc, c'est quelqu'un qui est arrivé au pouvoir comme ça, là, à tâtonnant, au moment où la gauche et la droite étaient dans une sorte de mésentente, voulant, n'est-ce pas, ici éradiquer donc le Front National qui était, n'est-ce pas, en passe de devenir, n'est-ce pas, ou de prendre le pouvoir en France. Emmanuel Macron a été voté non pas pour la cohérence de son programme, mais pour un vote sanction à l'égard de Marine Le Pen. Donc aujourd'hui, nous sommes, n'est-ce pas, ici en prélude de cette prochaine élection de 2022, oui, où Emmanuel Macron est en train de jouer sa réélection. Il voit que dans la scène politique française, il n'a pas cette confiance-là. Il ne sait pas où s'appuyer. Ni à gauche, ni à droite. Il a même mis sur pied son mouvement politique, le mouvement En Marche, mais c'est une coquille vide du point de vue de la représentation. Oui, la République En Marche, c'est une coquille vide si on la compare du moins au parti politique de Marine Le Pen, ou alors au parti politique de socialistes, ou alors les républiques, le parti de la droite. Donc, tout ça montre, n'est-ce pas, ici, à suffisance que Emmanuel Macron est dans une situation inconfortable où cette déclaration-ci, ce sommet-ci de France-Afrique qui vient de convoquer-ci, est un sommet qui vient montrer, n'est-ce pas, ici, une fois de plus, cette mentalité d'infantilisation de l'Afrique. Vous allez voir que, si on revient encore un peu en arrière du côté de l'histoire, vous allez voir que le processus d'insertion des États africains, même dans le concert des nations, c'est-à-dire leur rencontre avec l'Europe, s'est toujours fait de manière pathologique. On va par exemple parler de l'esclavage, on va parler de l'impérialisme, on va parler de la colonisation, et on va parler, n'est-ce pas, ici, de ces codes-là, le code de l'impérialisme, les accords, n'est-ce pas, de coopération, tout et tout et tout et tout. Lorsque vous mettez tout ça ensemble, vous vous rendez compte qu'en réalité, il s'agit là des mécanismes pathologiques. Il s'agit là, n'est-ce pas, ici, des politiques orchestrées par la France pour tenir l'Afrique éternellement sous leur influence et sous leur domination. Et la dernière chose qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que la relation entre la France et l'Afrique est une relation qui, du point de vue de ses origines, s'est toujours manifestée par un maître et un élève. À côté, n'est-ce pas, de ces deux éléments-là, il y a un maître qui veut sempiternellement perpétuer sa domination. Et à côté, n'est-ce pas, de ce maître-là, on a un élève. Je parle là, n'est-ce pas, ici, sous le regard de la dialectique du maître et de l'esclave. Oui. On a également cet élève-là qui veut s'émanciper de ce maître-là et prendre son autonomie. Pour illustrer cela avec, par exemple, le cas
du Cameroun et de la France, vous allez vous rendre compte que depuis la signature des accords de partenariat économique, le Cameroun n'arrivait pas à se mouvoir, ne pouvait pas se mouvoir du point de vue économique et politique. Avec ces fameux accords qui ont été signés par le président Amadou Ahidjo et qui ont été reconduits avant même qu'il ne démissionne. Et le président Paul Biya est arrivé, il a trouvé ces accords-là. Mais au fil et à mesure que le temps s'est écoulé, on a vu comment le président Paul Biya s'est émancipé progressivement de cette fameuse domination entre la France et le Cameroun. À partir de 2009, on a vu comment le président Paul Biya, à défaut de supprimer ces accords-là, parce qu'il faut le préciser, le président Paul Biya n'a pas supprimé ces accords-là, il les a plutôt redéfinis. Et l'expression de redéfinition, n'est-ce pas, ici vaut sa place parce que, comparé à la signature de 1960, il y a une sorte d'anarque. C'est la France qui a signé ces accords. C'est la France qui a représenté l'État camerounais dans la signature de ces accords. Or, en 2009, il s'agit là d'une redéfinition. Le président Paul Biya, n'est-ce pas, ici, a agi en tant que représentant de l'État camerounais et ils ont renégocié ces accords-là et le président Paul Biya a supprimé un certain nombre d'articles qui annihilaient le développement économique du Cameroun. Donc, voilà pour une première prise de parole ce que je peux dire sur cette relation entre la France et l'Afrique. Merci beaucoup Armé Sango pour cette première prise de parole. Dalvaïs Goudjou, Achille Mbembe ne pouvait-il pas justement prendre des préalables, proposer d'ailleurs des préalables avant de se rendre à ce sommet et surtout d'accepter cette mission de l'Élysée, de réunir les intellectuels africains pour le sommet de Montpellier de juillet prochain? Très bien. Steve, j'ai beaucoup écouté tout le monde et j'ai particulièrement apprécié le point de vue que je respecte de mon aîné, le professeur Mbelek, mais je ne suis pas déçu par lui comme il est déçu par moi. Parce que j'ai beaucoup appris de ce qu'il a dit. Mais je dis, je reste là, l'histoire se répète. C'est les acteurs qui changent. Tout le monde a observé la scène internationale. La Grèce, à l'époque d'Alexandre le Grand, était première puissance. Elle a perdu cette puissance. Un changement historique. L'Empire médo-perse a été première puissance. À l'époque de Cyrus le Grand, il a changé. C'est l'Iran actuellement. On connaît la position de l'Iran. C'était la première puissance mondiale, l'Iran. Babylone, à l'époque de Nebuchadnezzar, était première puissance. Babylone se trouve actuellement en Irak. L'Irak que vous voyez, ça était première puissance. Oui. L'Égypte, tout le monde connaît. Les Ptolémées, c'était première puissance. Jusqu'à aujourd'hui, on s'est rendu compte, même l'Espagne a été première puissance. Hein. Graduellement sur la scène internationale, l'histoire se répète, les acteurs changent. Les dominés d'hier peuvent être les dominants de demain. C'est l'histoire qui se répète. Nous qui avons été dominés, nous pouvons dominer demain. La preuve en est l'exemple de l'Algérie, qui a été martyrisée, qui a été écrasée. L'Algérie est en train de monter en puissance sur le continent africain. D'abord sur la scène géopolitique. Les grandes guerres commerciales, militaires et autres qui se passent entre la Chine et les États-Unis montrent que c'est l'histoire qui se répète. Les États-Unis ont peur de prendre leur place de première puissance et la Chine est en train de vouloir ravir cela. Oui, l'histoire se répète. C'est les acteurs qui changent. Et nous aussi, on peut faire changer les choses. Juste qu'il y aura toujours deux camps, les dominants et les dominés. J'ai beaucoup apprécié et je dis toujours que moi je pense que c'est très important que ce soit dans la vie de l'entreprise. Et ça s'applique sur la stratégie militaire. Dans les écoles sérieuses, on l'enseigne. Que ce soit en Chine, les Russes aussi, les Américains un peu. Sun Tzu dit ceci dans l'art de la guerre, son célèbre ouvrage. Il dit que quand vous vous lancez dans la guerre, soyez seulement attentif. Ou alors le guerrier attentif, je paraphrase. Le guerrier attentif n'attaque pas forcément frontalement. Le guerrier attentif observe l'ennemi. S'il est très attentif, l'ennemi va lui proposer des failles qu'il va exploiter pour le faire tomber. C'est ce que la Chine fait aujourd'hui. C'est ce que les Russes font d'habitude. Ils parlent très peu, mais agissent beaucoup. Pour dire quoi? Le contexte où nous sommes aujourd'hui avec la France présente des failles. Le débat que nous faisons là, c'est là 20 ans, on ne pouvait pas le faire. Les Tunisiens promis sont où pour le franc CFA? À peine il a évoqué cela, il a été neutralisé. Quand vous
vous parle, la question des objets d'art, mais c'était du vol. Mais tellement on a dénoncé ça parce que le contexte s'y prête. Ils ont même honte. Ils viennent remettre. C'est Ils l'ont pas nous aiment encore fait. beaucoup. Non, ils ont commencé. Ils ont commencé. Pour nous, ils n'ont encore absolument Non, rien oui, fait. oui, oui. Donc, très Pour bien. nous, ils n'ont pas encore fait. Mais il faut que certains peuvent en faire sa demande. Exact, très bien. Voilà. Merci, monsieur Haïssi. En commençant par le Cameroun, d'ailleurs. Maintenant, il faut oui, préciser. maintenant. Je dis que, comme nous le disons tous, c'est même une des raisons pour lesquelles, quand des gens chez nous, que ce soit à la maison ou dans la société, dans l'entreprise, quand une personne commet une erreur, on discipline la personne. C'est pourquoi il y a des maisons d'arrêt. Parce qu'on dit que seuls les idiots ne changent pas. On tire des leçons. On tire des leçons. La preuve en est. Nous connaissons la relation aujourd'hui entre le Japon et les États-Unis. Le premier allié des États-Unis en Asie, là, c'est le Japon. Mais quand même, les Américains, ils ont balancé la bombe atomique sur eux. Hiroshima et Nagasaki. Ils ont balancé la bombe atomique sur eux, là. Ouais. Tout le monde sait, jusqu'à aujourd'hui, que quel que soit le contexte où nous sommes, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, c'est important d'avoir le dialogue. Ça veut dire, même avec l'ennemi. C'est pourquoi, entre les Américains et les Russes, à un moment, ils se sont dit, même si on est ennemis, il y a une ligne rouge entre les deux. Tout le monde le sait. Que ce soit aujourd'hui, même dans les conflits en Syrie, même en Ukraine, ils ont des lieux de contact. Je veux dire, on se tire tous les jours, hein, mais il y a un lieu de contact. On vous Et suit. moi, je dis que je suis de ceux qui pensent que on ne lit pas la lettre dans l'enveloppe. On ne juge le maçon qu'au pied du mur. Jusqu'à la France surtout, elle a des difficultés énormes aujourd'hui là. Donc pour vous, il faut attendre justement le sommet pour savoir ce qui va en ressortir. Merci infiniment. Puisque moi je dis, c'est ça, on ne peut pas juger quelqu'un qui... Parce que vous dites que HMB est parti au sommet. Un sommet qui n'a pas lieu, comment il est parti? Le sommet c'est en juillet. On l'a sollicité pour faire un diagnostic. Nous, Africains, on dit juste que ce qu'il va dire est mauvais. Mais ça c'est sérieux, nous aussi. Ils sont quand même un peu raisonnables. Attendons qu'ils disent quelque chose et que ce qu'ils disent ne soit pas bon. On dit, ok, tu as mal dit. C'est exactement à la maison. Quand l'enfant commet une erreur, vous amenez l'enfant. Vous ne pouvez pas arrêter dans votre esprit que l'enfant ne peut qu'échouer. Surtout que le contexte est à notre avantage. Quand la France fait tout cela, la France, c'est même pas... Surtout moi, ça En tout cas, pour bon nombre d'Africains aujourd'hui, ces personnes qui vont aller justement à ce sommet de Montpellier en juillet prochain ne sont pas représentatifs des Africains souches qui souffrent, qui connaissent ces souffrances. Non, c'est pas comme ça. Ah, justement, non, sur le continent africain. Premièrement, on ne les a pas dit d'aller. On les a pas dit d'aller. Ils font des propositions. Les propositions qui peuvent être implémentées. Attendons ce qui va être implémenté. Juillet n'est pas à la fin du monde. Et après, là, on tire les leçons. J'ai dit, nous sommes en train de parler d'une France qui hier niait tout rôle dans le génocide rwandais. Le rapport sort de chez nous dit que vous avez une responsabilité. Et c'est de chez eux que ça vient. Tout à l'heure, Albert Anatola ici parlait justement des préalables. Il parlait par exemple du franc CFA, des bases militaires sur le continent africain. Très bien. On parle également des accords Très bien. coloniaux, tout Exact, ça. exact. Pourquoi est-ce que Achille Mbembe, qui représente justement tous ces intellectuels comme Alain Bamakou également en fait partie, Oui. pourquoi ne pas s'asseoir pour dire à la France, avant de parler avec vous, nous avons besoin que vous effaciez le franc CFA, vous enlevez en tout cas sur le continent africain les bases militaires, les accords coloniaux, et que le patrimoine mémoriel de l'Afrique retourne justement à ces pays. C'est ce qu'on appelle un diagnostic, mon cher ami Steve. Ça veut dire qu'actuellement, le document n'existe pas encore. Attendons que Bembe fasse son rapport et qu'on voit qu'il n'y a pas cela dedans. On ne peut pas dire maintenant qu'il n'y aura pas. Est-ce qu'on se comprend? La question du franc CFA, tout le monde en a parlé sur le continent. Si HBB n'aborde pas la question, oui. Et en plus, moi, je dis sincèrement, je ne le connais pas personnellement, oui. Mais je ne peux pas dire qu'il est très... C'est un mot quand même fort, hein, prof. C'est un mot très fort. Il est très... Oui, je refuse pas, prof. Je dis, je m'exprime. Vous allez... Je répète combien de fois? Ok, non, ça va. Mais... Attends, prof, s'il te plaît. Vous avez parlé et je ne vais pas Laissez interrompre. terminer, Dalvaris, on revient avec vous. C'est ça, non? Je dis pas non. Ok, merci. Merci. Je dis ceci, je dis que partout dans l'histoire, les dispositions ont été toujours prises. Oui. Il y a eu un dialogue. Et généralement, dans le dialogue, on résout un certain nombre de problèmes. Et on fait l'économie de beaucoup d'autres choses. C'est ça qui fait la puissance de la Chine. La Chine est en train de combattre pour Hong Kong. Hong Kong, c'est un territoire chinois. Tout le monde le sait. Arraché par les Anglais. Oui, dans les années 1800. Et ils ont fait, comme la Chine était sous toute les pressions, la guerre de l'opium, tout le reste, ils ont signé un accord qui devait utiliser ça pour 99. La Chine pouvait attaquer Hong Kong. Même aujourd'hui, la Chine peut attaquer Taïwan. Si la Chine attaque Taïwan, le rapport de force de demande, 2 semaines, elle a pris Taïwan. Elle a les moyens militaires, financiers pour gagner Taïwan. Mais les Chinois, ils gardent le calme.
C'est ce qu'ils ont fait avec Hong Il y a Kong. une autre ligne de front, vous Très bien. avez oublié, qui s'appelle Singapour. Oui, on y arrive, on y arrive. Je prends le cas de Hong Kong. Oui. Quand le bail est fini, je crois en 1997, les Chinois ont dit, ok, les Anglais, nous sommes plus puissants que vous. Mais comme on s'était entendu, on se sépare posément. Et graduellement, ils ont rétrocédé Hong Kong à la Chine. Et vous avez vu ce qui s'est passé avec les Chinois. On dit quoi là? Une nation, deux systèmes. Le système du parti unique total, d'une économie totalement centralisée, qui s'applique sur la Chine continentale. Mais quand même, Hong Kong est parmi les premières places financières du monde. Et elle a gardé tous ces avantages-là. Ce qui fait que la plupart des capitaux, quand il y a des crises sérieuses dans le monde occidental, notamment que ce soit à la City de Londres, que ce soit à Wall Street, les capitaux sont en train d'être drainés vers Hong Kong. Et ces capitaux ont beaucoup permis d'investir à la Chine. Pourquoi? Parce qu'il y a eu malgré qu'il y avait une inimitié, il y a quand même un lien de dialogue. C'est-à-dire de parler. Merci. Ça fait économie de beaucoup de choses. Moi, je pense que oui, nous sommes dans un contexte avec une puissance, notamment la France, qui nous a martyrisés, qui nous paye, mais ça ne veut pas dire que si elle demande de revoir nos relations, nous allons seulement dire qu'on ne peut rien. J'ai dit non, il faut toujours écouter. Docteur Jean-Paul Bellec, pour bon nombre d'Africains aujourd'hui, d'ailleurs la majorité, il aurait été de bon ton pour Emmanuel Macron d'appeler à la table des négociations les nationalistes qui aiment bien l'Afrique que d'appeler justement ces intellectuels soi-disant qui aujourd'hui, en tout cas, semblent, enfin pour lui, Emmanuel Macron, représenter en tout cas l'Afrique. Il n'était même pas de bon ton qu'il appelle les nationalistes parce qu'il le fait, ils ne viendront pas. Oui. Puisque moi je pose là d'emblée que pour vous, jusqu'à peu de contraire, tous ceux, y compris d'Alvarez là, tous ceux qui vont mettre le pied en France pour aller à cette conférence de Macron, pour moi, sont des traîtres. Ok? C'est comme ça, j'ai posé on vous a compris. Mon hypothèse dès le départ et mon prononcianto. Tous ceux qui iront là-bas, ils seront déclarés traîtres. Ceux qui ne sont pas encore, qui n'iront pas, tant mieux. Mais ceux qui vont, on les voit là, ils parlent, c'est des traîtres. Quoi qu'ils négocient, ils sont mandatés par qui? D'Alvarez. Quand je dis que je suis dessus, de plus en plus, hein, je te le dis là. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est pour ça qu'on va se fâcher. Non, on ne peut pas se fâcher, tu le sais. Okay. Tu mais je suis quand même dessus parce que tu dis. Oui, parce que je te mais connais par ailleurs. je ne suis pas déçu parce que tu dis. Je te soupçonne de négocier le CFA. Mais je... Oui. Allons-y, messieurs. C'est un soupçon. Mais je ne suis pas déçu de toi. C'est un soupçon Je ne suis pas déçu. Je te soupçonne. Attends, non. Mais moi, je te soupçonne. Voilà, mais moi, je ne te soupçonne pas dans tous les cas. Je ne dis pas que c'est vrai. Je ne dis pas que c'est vrai. Oui, tu es Camerounais, je suis Camerounais. Oui. Et les Camerounais, ils aiment bien le mangeoire. Non, je te soupçonne pas. Et les Camerounais sont corrompus. Nous savons, non? J'espère que tu ne m'accuses pas de corruption puisque je n'ai pas le même point de vue que toi. J'espère que tu vas pas me décevoir à ce niveau-là. Non, j'espère que tu ne m'accuses pas de corruption. Mais ne va pas là-bas. Mais je n'ai pas là pour ça, allons-y. En France. Non, exprime-toi s'il te plaît. Ok, je Là, m'excuse. il n'ira pas en France, ne vous inquiétez pas pour Mais non, on n'est pas à ce niveau. C'est mon ami, il le reste. Laissez le docteur Bellec. Ils peuvent aller en France, hein. Mais pas pour Macron. Allez-y, docteur Jean-Paul Bellec. On vous écoute. Hein. Oui. D'Alvarez. Tout à l'heure, excuse-moi, je ne sais pas de ping-pong, mais on vous suit. Il a dit, j'étais là. Oui. Tu as parlé du peuple Bassa et du peuple Bamileke. Là aussi, tu me déçois. Tu croyais que la déception, c'était seulement... Non, elle a plusieurs niveaux. Hein. Non. Laisse-moi finir, maintenant je parle. Oui, puisque... Mais là, tu me déçois, c'est pas ton prof. Oui, d'accord. Je ne connais pas comme ça, prof. Tu es quelqu'un de très posé. Qu'est-ce qui t'arrive ce matin? À la guerre, comment à la guerre? On n'est pas en guerre, on est dans ce débat. On est dans ce débat. On n'est pas dans la même vision. Messieurs, s'il vous plaît, un peu de calme, un peu de courtoisie, allons-y. Nous ne sommes pas souverains. Oui. Nous, on est en guerre. Ça s'appelle la guerre. Et moi, je pense que nous sommes en guerre. Oui, avec le colon. Pas avec toi. Ah, ok. Attends, merde, quand même. On va pas aller se rester. Voilà la télévision, messieurs. Allons-y. C'est un mot français. Parfois, non, mais revenons justement à notre thématique. Je te porte chance. Voilà. Ouais, donc, revenons à notre thématique ce matin. C'est la sonorité. Alors, je dis, hein, oui. Quand Oumniobé va à l'ONU en 1952, il finit son discours en disant tels sont tant pour lequel le peuple n'a pas dit les peuples. Le peuple camerounais m'a mandaté. Non, le peuple de mon pays m'a mandaté. Le peuple. Donc il n'y a pas de peuple Bassa, peuple Bamileke dans cette optique-là. Pourquoi? Parce que si c'est le cas, on peut opposer des peuples pour avoir des intérêts divergents. Il y a des populations, d'où l'union des populations du Cameroun, c'est au pluriel. Il y a des populations au Cameroun, mais c'est un seul peuple. Qu'on pourrait même étendre au niveau de toute l'Afrique. Et c'est là que les Blancs n'aiment pas trop. Les Blancs colonialistes, évidemment, on se comprend les communistes. Oui. Parce qu'ils voient l'unité de l'Afrique, ça ne va pas. David, tu vois, corrige-toi. Tu vois? Tu ne savais pas que c'était à ce niveau-là. Moi, je savais que tu es quelqu'un de bien. Non, j'ai pas de problème. Et attends, laisse-moi finir. Il n'y a plus que des exemples simples. Bon, excuse-moi, je te laisse la parole. Alors. Non, ça va. Je m'excuse. Non, comme tu veux. Non, ça va, je vais plus. On est tous dans la lutte, non? Exact. Bon, alors, autre chose. Je te dis que l'histoire ne se répète pas. Pour toi, David, ça se répète parce que tu n'es pas dans le dossier mathématique. Mais pour moi, Jean-Paul Bellec,
dogmatique, ça ne se répète pas. Puisque tu as dit que les acteurs changent. Si tu changes les acteurs, ce n'est plus la même histoire. On ne danse plus le même tango, parce que ce n'est pas les mêmes danseurs. Tu as changé les acteurs, donc ce n'est pas la même histoire. Et je le sais, puisque moi, je dis même la cosmologie. L'univers est dynamique. Ce n'est pas la même configuration. Tu sais que quand tu regardes le ciel la nuit, si il y a cette nuit le ciel, tu regardes les étoiles en position, si tu fais ça avec précision, tu peux savoir quelle année nous sommes, même quelle heure qu'il est, quel mois, quel jour. Ce n'est pas le même ciel. Le ciel change. En regardant le ciel, on a le temps. S'il n'y avait pas la réforme grégorienne, tu peux même donner exactement qu'il y a eu tel événement, tel jour, parce que j'ai vu tel ciel. C'est les humains qui viennent faire des réformes pour qu'après on est obligé de s'arrêter 2 secondes pour faire une petite correction pour tenir compte de cette réforme. Oui. Voilà. Mais sinon, au niveau astronomie, observer le ciel, c'est on déduit la durée, le temps, l'heure, l'année, etc. Donc, c'est dynamique, ça change. C'est pas la même chose. Voilà. D'ailleurs, toi-même, quand tu es né bébé, et aujourd'hui, c'est pas la même personne. Donc, le temps qui passe là change les choses, c'est pas la même chose. C'est pour ça que nous sommes obligés de tenir compte non seulement de nos aînés, leurs erreurs et leurs ambitions, mais aussi l'ennemi, ses erreurs et ses ambitions. Effectivement, tu as dit qu'il faisait des erreurs. Mais moi, je suis dans une logique de lutte. Hein. Donc, ce n'est pas entre Davaïs et moi ou tout autre humain. Je voulais seulement mettre ces choses au point. La logique, lui, veut quoi? Elle veut que Macron veut se racheter un second mandat qu'il savait dès le départ qu'il n'aurait pas. Attali a dit que c'était un one-shot. Macron veut montrer qu'il est tellement plus intelligent que tout le monde que du one-shot qu'il était, il est capable de devenir second shot. C'est-à-dire que two shots, je veux dire, two shots. Et que deuxième candidature. Oui. Voilà. Mais pour cela, ce n'est pas au peuple français qui se réfère. Parce que ce n'est pas la peine de mettre les Africains, c'est pour s'adresser aux Français. Les Français n'en tiendront pas compte. Ils se réfèrent aux talmudistes, les mêmes qui l'ont mis là. Il faut donc qu'il gagne une bataille. La bataille, c'est montrer aux talmudistes qu'il est capable de faire piller l'Afrique. D'avoir de nouveaux... que pour un second mandat en Afrique, puisque c'est l'Afrique qui est en perdition pour eux, et c'est là qu'ils tirent leurs bénéfices, montrer qu'il est capable de créer des interlocuteurs qu'on peut remettre au pouvoir. Et lui, qui les a créés, sera donc le plus apte à être encore là devant eux. Il est en train d'essayer de gagner un mandat par ces talmudistes. Parce qu'il sait que par le prof français, il ne les aura pas. Et que ce soit de gauche ou de droite, il ne les aura pas. Parce qu'à gauche, ben, il a tué les gilets jaunes. Hein. Et puis, c'est pas seulement qu'il a tué les gilets jaunes, mais il a détruit ces partis-là, qui sont réduits à zéro. À droite, il les a détruits aussi. Et en plus, il a massacré les gilets jaunes. Parce que les gilets jaunes, on ne sait jamais de quel côté ils sont. Ils sont bien de gauche que de droite. Hein. Ils sont de tous les côtés. C'est le peuple français, tout simplement. Il ne peut pas avoir un mandat clair et net. Par contre, entre-temps, à force de prôner l'anti-islamisme et tout ça, il a permis à Marine Le Pen de monter davantage, de devenir un peu plus banal. Donc, si quelqu'un a le vent en poupe, c'est Marine Le Pen. Bon, on a encore 1 an des élections. Elle n'est pas obligée d'être élue. Mais Macron, lui, n'a pas du tout de garantie même d'être candidat. Fiable. Donc, oui. Pour cela, il faut qu'il le gagne auprès de ceux qui l'ont mis là, alors qu'il n'avait pas. Vous l'avez dit ici, il n'avait. Le jeune, là, il a dit là, tout à l'heure. Songo, c'est Songo. Hein? Sango. Il a dit tout à l'heure qu'il n'avait pas d'assise politique. Il a utilisé un autre mot, mais ça revient à dire ça à la base. Donc, ce sont des gens qui l'ont monté. Et il veut avoir la même. Comment dire possibilité auprès des mêmes gens. Mais pour cela, il faut les. Et là, l'Afrique devient le pion qu'on va utiliser pour gagner à nouveau un mandat de la part de cet talmudiste-là. Voilà, qu'il ressoutienne à nouveau. Alors, sauf que nous ne sommes pas, comme ils le disent, des biens meubles. Nous ne sommes pas des animaux. Ils ont beau nous traiter comme tels, mais la réalité, c'est que nous ne sommes pas. Ça ne changerait pas la réalité. La réalité, c'est que, au fait, justement, on parlait de puissance mondiale. Les premières puissances mondiales, s'il fallait dire, mais c'est l'Afrique. C'est l'Afrique, puisque à l'époque où l'homme naît en Afrique, est-ce qu'il y a des hommes ailleurs d'abord? C'est une bonne question. Donc c'est la seule puissance mondiale. Et puis quand les hommes sortent d'Afrique, ils se réfèrent encore à quoi? Est-ce qu'on connaît même le blanc avant 8000 ans là? Il y a un blanc à l'horizon, il y a un asiatique, ça existe ça même. Donc la puissance, si on compte les durées, la longueur, nous on est hors compétition, on s'en fout. Puissance mondiale ou pas, on s'en fout. Parce qu'on est de fait. Personne ne peut défaire l'Afrique. On l'a démontré. Même au plus bas, avec l'esclavage, on a remonté. Même avec les travaux forcés à la connaissance, on a remonté. Et c'est ça qui continue jusqu'à la victoire finale qui est inéluctable. Donc, les autres, ils perdent leur temps. Mabankou, excuse-moi, Mbembe, il dit quoi de bon? Il va dire quoi? Il n'a encore rien dit, mais il va dire quoi? Allez, Mabankou fait justement partie du groupe. Oui, non, mais là, je m'accuse Mbembe. Mabankou m'excuse.
c'est un petit dérapage. Oui. Voilà, je parle de Mbembe. Mabankou d'ailleurs qui est franco-congolais. Oui. Quand un Mbembe, je soupçonne que lui-même est français. Il n'ose pas le dire. J'ai regardé sur Google, c'est pas marqué qu'il est français. Je soupçonne qu'il est français. Je connais comment ça se dit en France. Moi je suis pas français. Lui, il doit être français. Mais il peut pas le dire parce que du coup, il sera plus camerounais, officiellement. Alors, il veut parler de façon légitime pour le Cameroun, tout en étant français. Je soupçonne que le gars est français. Mais bon, passons. Je soupçonne seulement. Voilà. Mais Bambakou, c'est clair dans sa biographie, c'est marqué qu'il est franco. Il est franco. Mais je parle de Mbembe, Oui. lui qui est camerounais. Allons-y, on vous suit. Voilà. Alors, il va parler des Français. On s'en fout. Il n'a rien à parler. Il n'a pas été mandaté. Ou mieux pas été mandaté. C'est pour ça qu'il parle de... D'abord, il s'appelait le porte-parole. Podol. Ambassade, ça veut dire porte-parole. Il parle pour son peuple. Il a été mandaté. Lui-même le dit à la fin de son discours, j'ai été mandaté. Mbembe mandaté par qui? Par personne, n'a aucune légitimité. Aïs, il a dit, en citant Beyala, qui elle-même pourrait très bien être... Beyala est plus compliqué que tu penses, Anatole. Elle pourrait très bien en faire partie. Hein. C'est peut-être parce qu'on l'a su d'office, c'est tout. Hein. Elle est aussi un peu française, non? Elle est même française. Voilà, il ne faut pas également l'oublier. Voilà. Non, je sais qu'elle est française. Voilà. Elle, son idée, c'était de l'intégration des Africains en France. Voilà. Mais je laisse seulement dire à Anatole qu'il cite beaucoup Beyala. Je l'ai cité 2 fois. 3 fois même. Oh, Si ce n'est 4. Bon, en tout cas, elle a beaucoup cité. Allez, ici, on comprend, docteur Jean-Paul. 3 chez nous. Donc, je sais qu'il a fait le pluriel. Donc, mais peu importe, c'est pas ça le plus important. Le plus important, ce que je vais dire, c'est que elle peut très bien retourner sa veste pour peu qu'on lui fasse une proposition. Hein, le système français, là. Elle a quand même été mariée à Drucker, hein? Elle n'a pas été mariée à Drucker. Elle était mariée à un autre Français. Mais elle a été amante de Drucker. Du Drucker, Elle oui. n'est pas mariée. Là-bas, ils font la différence. Voilà. Donc, toujours est-il qu'elle fait la poule ou le coq comme on veut. Voilà. Et puis, on peut aussi l'inviter. Elle ira. Après, toi, les Français, c'est son président. Voilà. Nous autres, on n'a pas voulu de ça. Nous, on est de bons Camerounais jusqu'à la mort, jusqu'à ce que le pays soit libre. Quand le pays soit libre, on reverra les choses. Mais pour l'instant, la France est ennemie de l'Afrique. Il n'y a pas au Mali. Qu'est-ce qu'ils font au Mali? En Centrafrique. Hier même le Rwanda. Ici au Cameroun. La France ne veut pas de la repentance qu'ils font là-bas en Algérie. Ils font la distinction. Ils sont racistes. Il y a le racisme institutionnel en France. La France est ennemie de l'Afrique jusqu'à ce preuve du contraire. Si elle ne l'est pas, ok. Les bases militaires françaises sont démantelées tout de suite à ce moment. Et puis ils vont répondre du sang de Kadhafi. Et on oublie carrément les gens qui ont... Kadhafi. Oublions même les... Enfin, oublions pas, mais le plus près de nous là. Kadhafi, ils l'ont tué. Kadhafi, c'est un leader africain qui comptait. Oui. Donc tuer Kadhafi, c'est tuer l'Afrique, je suis désolé. Le sang de Kadhafi, ils vont faire comment pour le rendre? Mais ça va les suivre jusqu'à la fin. La France, depuis Louis XIV, est ennemie du continent africain, en particulier de la race noire. À bon entendeur, salut. Merci, docteur Jean-Paul Mbelek. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, quand vous avez suivi le docteur Jean-Paul Mbelek, Albert Anatole est ici, la France ne va-t-elle pas changer? Ne changera-t-elle pas? En tout cas, pour le docteur Jean-Paul Mbelek, la France n'a jamais changé et elle reste l'ennemi de l'Afrique. Tout à l'heure, je l'ai dit lors de ma première prise de parole. Je vous ai dit que concrètement, nous sommes là dans une croisade de prédation perpétuelle. Il s'agit d'une croisade, d'une nouvelle croisade. C'est établi. Est-ce que l'Afrique a besoin de la France? Je pense que non. Dans le contexte actuel, l'Afrique n'a pas besoin de la France. C'est plutôt l'inverse. C'est l'inverse. Donc, je ne vois pas la France en train de prendre ses clics, ses claques et partir chez elle. On vous met sur la table des interlocuteurs, les interlocuteurs chauves-souris. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune légitimité, qui ne connaissent pas votre histoire, qui ne connaissent pas les racines africaines, qui sont certains africains, mais qui ne sont pas absolument ancrés dans nos problématiques, dans notre mémoire historique. Vous en avez qui sont franco-africains, qui ont une coloration que vous connaissez. Donc je pense que là, de ce point de vue, tout est dévoilé d'avance. Et tout à l'heure, il faut que je revienne là-dessus. Lorsque un individu, fut-il président de la République de la France, mandate ses ambassadeurs de ne pas rencontrer uniquement des officiels, mais également d'autres leaders politiques, ça veut dire que nous sommes en plein pied dans la pérennisation de cette relation naziste. C'est une relation naziste, parce que quand vous faites l'inventaire de ce fameux partenariat entre guillemets entre l'Afrique et la France, vous voyez tranquillement que la balance penche au profit de la France et au détriment de l'Afrique, des intérêts de l'Afrique. D'abord à travers ces multinationales prédatrices
et ensuite à travers la politique française de l'Afrique. C'est ça qu'il s'agit. Et vous avez également cette perpétuation d'une relation de condescendance. C'est-à-dire, lui, Macron, il s'assoit comme le grand vizir. Autour de lui, il y aura quelques nègres qui vont venir l'écouter ponctuer, parler de l'Afrique, sans connaître l'Afrique. Mais ils ne connaissent pas l'Afrique. Ils ne connaissent pas les Africains. Et ça, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, on ne peut pas aller à Montpellier, en France, sur le territoire français, parler de l'Afrique. Ça doit se passer sur le continent africain. Oui. Et là encore, c'est du mépris, c'est de l'irrespect, c'est du paternalisme, c'est de la condescendance, de l'arrogance que nous décrions. C'est-à-dire qu'il devait ravaler sa fierté. Lui, M. Macron, il vient avec humilité sur le continent africain, s'adresser aux Africains. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que l'Africain a à foutre avec la France? On n'a rien à cirer avec. Donc moi je pense que je pas des Africains authentiques, fiers de leur continent. On n'a rien à cirer avec la France. Parce que ça ne nous apporte rien. C'est plutôt, vous avez aujourd'hui des armées d'occupation françaises sur le territoire, sur l'espace continental africain. Ça pose un problème. Et ce qui est quand même paradoxal, c'est que aucun intellectuel parmi ceux qui sont invités à cette table n'a jamais décrié cela. Vous avez aucun véritable politicien qui n'a jamais décrié cela. Donc moi je crois que nous sommes là-dedans, dans la perpétuation de la croisade qui a commencé depuis des siècles sur le continent africain. Donc moi je pense qu'il faut une rupture radicale. Contrairement à Daribari qui lui il veut entrer dans le politiquement correct, moi je ne suis pas dans le politiquement correct. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous faites, quand vous voyez les crimes, les assassinats politiques qui ont été commis par la France sur le sol africain, c'est un peu que vous révoltez. Et ces gens, ils ne sont même pas prêts de faire amende honorable, de faire plus de militer pour vous dire, pour vous présenter des excuses. À défaut de se repentir. Non, ils viennent vous faire comprendre que c'est eux les patrons sur le continent africain, c'est eux les faiseurs de roi, ils sont capables de réécrire votre constitution parce qu'ils soutiennent un candidat. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut changer de paradigme de manière radicale. Et ça, je ne pense pas que ça puisse faire l'objet d'une négociation. En tout cas, ça ne peut pas faire l'objet d'une négociation pour vous également. Armel Sango, vous avez suivi les uns les autres. Pour Albert Anatola ici, ça ne peut pas faire l'objet d'une négociation. Et pendant ce temps, pour plusieurs, pour les Africains aujourd'hui, la France ne quittera jamais le continent africain. Et si elle veut aujourd'hui négocier, la seule chose que les Africains attendent, c'est qu'elle quitte tout bonnement l'Afrique. Oui, si on laisse tout simplement à la France la volonté de lâcher l'Afrique, ça n'arrivera jamais. Donc il s'agit, n'est-ce pas, d'une nouvelle forme. Voilà pourquoi les Africains disent qu'ils ne veulent aucune négociation, qu'elle quitte tout simplement l'Afrique. C'est pour cela que nous prenons généralement dans les analyses la reconfiguration des rapports de force, puisque nous sommes dans la scène internationale. Et quand nous sommes dans la scène internationale, ce n'est pas du philanthropisme. La scène internationale est faite, n'est-ce pas, ici, parce que nous appelons généralement l'intérêt national égoïste de chaque État. Puisque si aucun État ne peut se suffire, il est clair que dans les relations internationales, ces États-là viennent chercher ce qui leur manque pour pouvoir implémenter dans leur État. C'est pour cela que je ne partage... La France ne quittera jamais l'Afrique. C'est pour cela que je ne partagerai pas le point de vue du docteur d'Alvarez, qui est beaucoup plus moraliste et idéaliste. Puisque dans cette théorie des relations internationales, c'est vrai, il y a la théorie idéaliste qui prône, n'est-ce pas, la coopération, le dialogue entre les États. Mais de plus en plus, il y a la théorie réaliste, n'est-ce pas, ici, qui définit les relations internationales par la jungle, par l'anarchie, par la violence et fondamentalement par l'intérêt. Et lorsqu'on applique cette théorie, lorsqu'on observe la configuration de la scène internationale aujourd'hui, lorsqu'on voit comment les relations internationales aujourd'hui se déroulent, on voit bel et bien qu'il s'agit bel et bien de la théorie réaliste qui est appliquée sur le terrain. On voit l'anarchie, on voit la violence, on voit comment les présidents sont destitués, on voit comment on nourrit des conflits dans des pays pour révolter les peuples. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus la recherche de cet intérêt national égoïste là qui continue. Prise dans cette logique-là, la France ne peut pas partir. Donc, on propose ici la politique de la déconnexion, la politique d'une nouvelle reconfiguration des rapports de force. Aujourd'hui, il y a de plus en plus cette question-là qui taraude les esprits. Qui dirigera le 21e siècle? Alors, face à cette question-là, il y a deux hypothèses. Et il y a l'hypothèse de la Chine et il y a l'hypothèse de l'Afrique.
Mais lorsqu'on compare ces deux entités-là, on voit bel et bien que c'est l'Afrique qui est un peu en avance, parce que lorsqu'on voit la population chinoise, elle est totalement vieillissante. Oui. Elle est vieillissante, et en Afrique, nous sommes plutôt dans le rajeunissement. La population africaine est faite à 65% de jeunes. Donc, sur ce plan-là, on est amené à conclure que le 21e siècle sera, n'est-ce pas, ici, africain. Et cela se confirme, d'autant plus que en 2013, le Sénat français va publier un rapport numéro 104, lors de leur session de... En déclarant haut et fort que l'avenir de la France est l'Afrique. Tout à fait. Oui. Lors de la session 2013-2014, où ils vont prendre 70 mesures. Et le titre de ce rapport-là, c'est l'Afrique, notre avenir. Oui. Voilà. Alors, j'ai essayé de feuilleter, n'est-ce pas, ce rapport-là. Et parmi les grandes mesures qui avaient été prises là-bas, il y a une qui dit qu'on doit redéfinir le discours de l'Afrique aujourd'hui. Le discours doit changer. C'est-à-dire ce discours... C'est ce qui a commencé avec la Chine Bembe. Tout à fait. Ce discours-là qui présentait l'Afrique comme étant un éternel assisté, comme étant le continent de la misère, comme étant un continent sans souveraineté, tout ce discours-là doit changer. On doit maintenant concevoir, appréhender l'Afrique comme étant un acteur qui peut également apporter sa pierre dans la construction de l'édifice mondial. Et les sénateurs français concluent par là en disant que ce n'est pas seulement l'Afrique qui a besoin de la France, mais c'est de plus en plus la France qui a besoin de l'Afrique. Parce que sans l'Afrique, la France ne serait rien. Donc, Steve, voilà comment on doit un peu observer la situation de ce sommet qui se profile à l'horizon. C'est un sommet qui s'inscrit dans la continuité de ce que j'ai cité ici dans ma première prise de parole, de ce processus d'insertion du continent africain dans sa relation avec l'Europe. Il y a l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, tout et tout. Et aujourd'hui, nous avons même l'aide publique au développement pour tomber sur l'expression de la conditionnalité que ces pays ont introduit dans cette aide publique au développement. Mais malheureusement, on a encore certains États africains naïfs, et je parlerai de la naïveté, qui continuent à croire que les pays africains peuvent se développer avec l'aide publique au développement. Et ça, c'est même l'objet de ma thèse de doctorat, et que je suis en train de démontrer que, en réalité, il s'agit là d'une instrumentalisation de l'aide publique au développement. On ne saurait parler, on ne saurait, n'est-ce pas, ici, présenter l'aide publique au développement comme étant une panacée pour le développement des pays africains. Il s'agit là encore d'un mécanisme pour tenir les États africains en marge de leur développement économique. Donc aujourd'hui, pour prendre ce sommet France-Afrique et le recadrer dans le contexte même de cette conditionnalité de l'aide, vous allez voir que dans un contexte de rapport de force, l'Afrique pouvait même poser sur la table ces conditionnalités-là. Et parmi ces conditionnalités-là, l'initiative même est de convoquer le sommet Afrique-France, puisqu'il s'agit des problèmes africains. On ne peut pas parler des problèmes de ta maison hors de ta maison. Donc, il était question que l'initiative même revienne à l'Afrique. Et tel qu'on voit même comment cette relation France-Afrique s'est déroulée depuis l'histoire, c'est toujours la France qui a pris l'initiative d'inviter le sommet, tout et tout et tout. Et je chuterai là par ceci, Steve. Et vous n'allez pas me refuser parce que vous n'avez jamais rien refusé. Par la problématique du statut du professeur Achille Bembe. Je pense qu'on devrait beaucoup plus s'appesantir sur les vices de procédure qui accompagnent même cette invitation-là et cette convocation-là, que de préjuger sur la crédibilité de l'intellectualisme même d'Achille Bembe. Parce que Achille Bembe, on l'a présenté ici comme un philosophe, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup apporté dans les sciences politiques. Et parlant des sciences politiques, il est le politiste qui a fondamentalement travaillé sur la dénonciation de la politique coloniale, de la politique impérialiste, de la politique du ventre. C'est quelqu'un qui a dénoncé, n'est-ce pas, ces relais nationaux qui étaient souvent utilisés par ces relais étrangers pour déstabiliser l'Afrique. C'est quelqu'un qui a dénoncé la longévité des chefs d'État africains. Donc aujourd'hui, s'il est convoqué en France, au sommet de France-Afrique en France, il faudrait que cette convocation-là respecte la procédure. Et la procédure voudrait que, puisque c'est un sommet
qui parle d'État à État, que le peuple camerounais, à travers par exemple son État, puisse agréer l'invitation d'Achille Bembe, puisse, n'est-ce pas, ici poser son cachet pour dire que, ok, au sommet, n'est-ce pas, de France-Afrique de juillet prochain, voici notre représentant qui parlera au nom du Cameroun. Mais jusqu'ici, cela n'a pas encore été fait et le sommet de juillet n'est pas encore arrivé. Nous ne pouvons que subordorer là-dessus. Jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas eu une telle démarche. Allez savoir justement ce qui va se passer et pour qui justement ces personnes vont rouler. Messieurs, permettez-moi de lire les messages de nos téléspectateurs ce matin. Bonjour Steve Ngos et je voudrais saluer mon frère, le ministre Charles Blé Goudé, que j'ai eu hier pour lui témoigner la puissance de Dieu, qu'il sache que ce que Dieu a écrit, personne ne peut l'effacer. La pierre de Dieu écrase lentement, mais sûrement l'avenir nous réserve beaucoup de surprises. Pour ceux qui seront vivants, je prie le bon Dieu nous réserve en tout cas la vie pour pouvoir vivre ces moments forts de joie. En tout cas, le message est passé. Etam et Alexandre, toi et moi, nous comprenons ce que vous venez de dire. Bonjour mes frères, continuons justement le combat. Souvent les Africains, s'il vous plaît. Je suis sûr que le gouvernement ne connaît pas ce qu'il est en train de faire. Il veut tuer les Noirs à tout prix. C'est Ibrahim qui nous écrit depuis Ngousso. C'est du côté de Yaoundé. Bonjour Steve, bonjour le plateau. Je pense que les pays africains devraient se méfier une fois encore de cette idée de semblant de réconciliation. Ces gens ne font jamais rien sans quelque chose que ne se cache derrière, en tout cas. Comme l'a développé une fois sur le plateau, la dernière règle des Français est de ne jamais permettre que les Africains décèlent ce qu'ils ont derrière la tête. C'est des menteurs, que les leaders africains prennent leurs responsabilités. Sinon, pourquoi Mbembe représente-t-il l'Afrique? C'est Koudous qui nous écrit depuis le Bénin ce matin. Quelqu'un nous envoie une vidéo, on va la regarder, ne vous inquiétez pas. Bonjour DBS TV, mon rêve c'est de voir cette France-là disparaître, la politique du général de Gaulle. C'est cet homme de Gaulle qui a trahi la France au lieu d'être reconnaissant envers les Africains pour l'avoir aidé, pour la délivrer. En récompense, elle a retourné sa souffrance sur les Africains 35 fois. Elle a fabriqué des monstres dans des logiciels diaboliques pour nous diriger. Franc-maçonnerie, Rose-Croix, etc. De Gaulle pouvait faire de l'Afrique ce que l'Amérique avait fait à l'Europe. Dès lors, sans se soucier du passé, elle veut continuer dans la même logique. Que Dieu punisse la France. C'est Ngamaleux qui nous écrit depuis Yaoundé. Bonjour Steve, que la France nous laisse en paix. Nous n'avons plus besoin d'eux. Qu'ils comprennent que les Africains ont ouvert les yeux et ils ne peuvent plus nous tromper comme ils ont fait avec nos parents. Je suis d'accord avec le docteur Mbelek sur ses propos. À la guerre comme à la guerre. C'est Alfred de PK12 qui nous a écrit ce matin lui aussi. Je salue DBS ce matin. Si le président Macron toujours veut les intellectuels africains, donc il faut savoir que l'Afrique sera toujours dans la main des Français. Bien sûr que Macron aime l'Afrique. Lui-même, c'est un Africain. François Félix, depuis Accra au Ghana, la capitale économique de la France et l'Afrique depuis la Première Guerre mondiale. Pourquoi la France? François Félix nous a écrit donc depuis Accra au Ghana ce matin. Bonjour à toute l'équipe de DBS matinale, bonjour au docteur Mbelek, bonjour à 3A, bonjour Steve. La France est la pire chose qu'ait connue l'Afrique. Assassine, menteuse, démagogue, voleuse, on ne peut et on ne doit rien attendre d'elle. Nous devons continuer le combat de faire partir ces brigands de nos pays. Le sentiment anti-français doit évoluer sur tous les plans. Cette rencontre n'est qu'une pure distraction et nous ne devons jamais fléchir car la France a toujours utilisé cette démarche pour mieux asseoir ses plans et pour nous endormir. Ces gens ne nous aiment pas et ne nous aimeront jamais. Mais n'oubliez pas, nous avons des traîtres parmi nous. Bama Guaté nous a écrit depuis Lokbaba, c'est ici à Douala. Bonjour Steve et à tout le panel, merci à vous pour le travail d'éveil. Le docteur Jean-Paul Mbelek a raison face au problème. Macron a pour habitude d'organiser des dialogues pour calmer le jeu seulement. Nous ne sommes pas dupes car la décision, comme vous l'avez à plusieurs fois démontré, n'est pas dans ses mains. Il a eu des rencontres citoyennes avec les maîtres suite au soulèvement des Gilets jaunes et une autre appelée Convention citoyenne pour le climat pour séduire les écolos. Mais rien de bon en est sorti pour le moment. Au contraire, il y a eu polémique car il n'a pas respecté la parole de prendre les propositions sans filtre. 3A a raison car le casting ne reflète pas les intellectuels défendant les vrais problèmes africains. Mais en effet, un des processus de recrutement des endocollants. Nous sommes aussi dans un marketing de communication pour la population française. Le Rwanda a rompu les ponts pendant quelques années pour se reconstruire, rétablir une relation normale avec la France. La preuve, les dernières actualités des deux pays, le respect est aujourd'hui
réciproque. Voici un réseau social développé par un Burkinabé pour faire face aux censures. Merci et excellente journée. C'est tout simplement Elodie qui nous écrit de Bangui en République centrafricaine. Le raisonnement du monsieur en chapeau est vraiment décevant. On ne doit pas négocier avec la France à propos de notre liberté. Je pense qu'on doit leur faire la guerre. La France cherche d'autres alternatives pour pérenniser leur atrocité en Afrique. Ce Achille Mbembe ne nous représente pas tous. Cette personne n'a pas laissé son nom, mais elle nous écrit depuis le Togo ce matin. Bonjour Steve ainsi que le plateau. J'ai une question pour Dr Mbelek. Si les accords léonins ont pris fin en décembre dernier, pourquoi les pays de l'Afrique centrale ne quittent pas le franc CFA? C'est Karl qui nous écrit depuis le Burkina Faso ce matin précisément à Bobo Dioulassou. Il déclare, à mon avis, M. Dalvaris se trompe à négocier. On ne négocie pas avec un voleur. S'il vous plaît, Steve, évitez d'inviter des infiltrés sur vos plateaux. C'est Boakal qui nous écrit depuis le Burkina Faso précisément à Bobo Dioulassou. Non, vous n'avez pas bien compris, Dalvaris. On se comprend en tout cas. Bonjour Steve, bonjour à tous les panélistes et bonjour aux hommes de l'ombre sans qui l'IVS ne serait pas possible. Bonjour particulièrement au président Badakani. Son absence nous manque beaucoup. Cette initiative a été prise à des fins précises. C'est de la roubladise tout simplement. Je suis tout à fait d'accord avec le professeur Mbelek. Kalix Béala, dans certaines de ses sorties, a dénoncé le choix des personnes et les manœuvres. Jamais la logistique talmudiste ne changera si nous ne nous armons pas d'un mental en acier et des armes qu'il faut pour sortir de ce marasme profond. Steve, la conscientisation des masses critiques africaines que vous faites est à l'origine des paniques divers dans le camp adverse. Je suis à fond pour le retour de nos valeurs culturelles et spirituelles. C'est Rodrigue Florent Biacop qui nous a écrit ce matin. Ils sont d'ailleurs nombreux. Hein. Il y a également Rosette Yogok qui nous demande d'ailleurs les nouvelles du président Badakani. Ne vous inquiétez surtout pas. J'étais avec lui vendredi. Il va très bien. Il se porte super bien. Il a encore le temps de remettre ses affaires en ordre parce qu'il a été malade pendant un bon bout de temps. Il est en train de mettre les affaires en ordre. Mais il sera là dès cette semaine ou alors la semaine prochaine. Il nous l'a donné. Il nous a dit d'ailleurs hein, hautement, il nous a fait cette promesse qu'il sera de retour dans les jours qui viennent. Si ce n'est pas ce vendredi, ce sera forcément lundi prochain. Alors ne vous inquiétez surtout pas. Le président Badakani se porte à merveille. Bonjour Dibiès, bonjour Ngos, Goudiou, ici. Vous savez, chers panélistes, la France n'a plus rien à nous dire que de continuer à nous mentir et ne peut pas prendre quelqu'un de son choix pour parler au nom de l'Afrique. Macron est pire que ses prédécesseurs. Oublions Macron. C'est un enfant malade de la France, monsieur Goudiou. Laissez Achille profiter des fruits de la corruption. Concernant les objets volés, ils nous disent d'aménager l'endroit où nous allons les mettre. Ils ont pris ça où? C'est eux qui doivent disparaître de l'Afrique et l'Afrique restera. On avance. Bonne journée à vous. C'est Eladji Sikuruta Momo qui nous écrit depuis Porto Novo au Bénin ce matin. Les messages sont tellement nombreux. Je ne sais pas si je pourrais tous les lire parce que dans une minute, nous allons mettre la clé sous le pinceau. Ah ben, il faut que je réagisse. Une seule minute. Une seule minute. Merci. Bon, non, 30 secondes normalement okay, parce qu'on est terminé. Oui. Réagissez. Oui, je dis que je suis tout à fait d'accord avec le point de vue sur le plateau. Oui. À quelques exceptions près. Je ne dis pas d'aller négocier. Ça, pour vous, il faut d'abord attendre pour que... Oui, mais moi je dis ça. Moi je dis que moi je ne suis pas... Je ne partage pas le point de vue de la présomption de culpabilité oui. du procès qu'on veut faire à Achille Mbembe avant même le sommet. Moi je suis là. Moi je dis, on juge le maçon au pied du mur. On ne peut pas conclure que ce qu'il va dire est mauvais, alors qu'il n'a même pas encore travaillé. Donc il faut attendre le jour prochain. Maintenant, oui, je finis disant ceci. Justement, contrairement à ce que nous pouvons nous dire, la plupart des puissances sont cruelles. Et si vous avez... Moi, je côtoie les Chinois. Mais si vous voyez la cruauté de leur système, vous allez fuir. Les Russes, là. Mais travaillez avec les gars de la 11e division. Mais c'est des... Même bavarder avec eux-mêmes en Djamena, même ici au Cameroun. Ne voyez pas l'angélisme, là. Mais ce qu'ils font en bas, c'est ce que les Chinois font au Cameroun. Ici même à Douala. Ce que je dis, c'est que nous sommes à un tournant de l'histoire. Nous, le colon, c'est-à-dire le français, a des failles et présente des signes de faiblesse. Nous pouvons exploiter cela. Et beaucoup de puissants de par le monde entier ont des difficultés. Notre ami M. Sango a fait allusion tout à l'heure à la Chine. Merci. Bon, terminez votre dernier mot. Hein. Moi, je dis juste que oui. La Chine est vieillissante. Nous avons tout pour réussir. Il y a 3 éléments fondamentaux qui peuvent permettre facilement à un État de prospérer. Nous avons une population qui est extrêmement jeune, la plus jeune du monde.
nous avons un marché qui est parmi les plus grands du monde. C'est 2 milliards d'habitants, malgré les fausses statistiques. Donc plus que la Chine, plus que l'Inde. Et surtout, nous avons ce que d'autres n'ont pas. Nous avons les ressources naturelles. Avec tous ces éléments-là, on n'a pas besoin de la France pour pouvoir nous en sortir. Mais ça ne veut pas dire que si on demande à un de nos compatriotes de faire un rapport, de faire une diagnostic froide de la situation, on l'accuse directement de corruption. Merci beaucoup, Dalvaïs, docteur Dalvaïs Goudou d'avoir été là ce matin. Merci à vous, le docteur Jean-Paul Mellet, d'avoir également été là ce matin. Oui, je dirais merci d'avoir invité. J'en dirai pas plus pour ne pas prolonger le débat. Merci beaucoup. Albert Anatola ici, merci à vous également d'avoir été là ce matin. Écoutez, ce fut un plaisir comme d'habitude. Hein. Et sans oublier que Armel Sango, c'était son baptême de feu dans DBS ce matin. Merci à vous également d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous remercie, Steve, et je chuterai en disant que le 21e siècle est africain. Donc c'est l'occasion pour l'Afrique de redéfinir les rapports de force pour que l'avenir se fasse avec elle. Bon vent justement pour votre doctorat. Merci. Et mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette... Pour recréer le lien d'amour entre la France et l'Afrique, Emmanuel Macron compte beaucoup sur la diaspora africaine en France. En tout cas, le président français pense qu'il est temps de redéfinir les fondamentaux de la relation entre l'Afrique et la France. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.